Nous sommes au congrès Longevity à Poitiers 2022 et nous allons parler du logement déterminant de santé avec Emmanuel Emous qui est le directeur évolution et innovation sociale chez Mesolia. Bonjour. Bonjour. Peut-être vous présenter puis présenter Mesolia. Oui, donc Emmanuel Emous, en charge de ce qu'on appelle l'évolution, en tout cas la manière dont on gère chez un bailleur social toutes les transitions démographiques, on parle de vieillissement notamment, transition écologique, transition numérique, transition sociale. Mesolia est un bailleur social de 22 000 logements qui intervient en Gironde, en Dordogne, en Occitanie et qui a une particularité. Mesolia appartient à deux groupes ou est adossé à deux groupes, un groupe local qui s'appelle Soikos, très implanté dans l'histoire de ses et de son territoire, et adossé également à Arcade Vive, groupe national du logement social, avec notamment Vive, un des premiers groupes mutualistes, donc qui incarne bien une orientation qui incarne bien justement ce logement déterminant de santé, qui est pour nous l'axe assez fondamental justement de gestion de ces transitions. Donc, logement déterminant de santé, si on peut en parler, c'est... Pourquoi aborder sur l'axe santé en fait, alors que d'autres pourraient aborder là sur l'axe, on va dire, âge, personnes âgées. Pourquoi cet axe qui est un peu différent? Alors, le logement est un déterminant de santé. On y vit, on y mange, on y dort, on y reçoit sa famille, on y reçoit d'autres personnes. C'est un lieu de convivialité. C'est l'endroit aussi qui doit nous protéger, qui doit nous préparer à sortir vers l'extérieur, qui n'est pas toujours bienveillant. C'est un endroit aussi où on travaille maintenant, qu'on soit un retraité, souvent engagé dans la vie associative, ou qu'on travaille pour son propre compte, ou en télétravail. Donc c'est un endroit où il se passe énormément de choses. C'est aussi l'endroit où on peut tomber, on peut chuter, on peut à un moment être en tension avec ses propres enfants, on peut avoir des difficultés à se nourrir. Et donc ce logement et l'habitat plus largement est le déterminant de la santé, qui nous prépare justement, notamment dans le cas des transitions écologiques ou liées à l'âge, qui nous prépare à pouvoir faire face. Ou qui au contraire peut accélérer notre perte d'autonomie, peut accélérer les conséquences de ce qui nous entoure. Là on parle de résistance aux canicules par exemple, on parle du risque de chute dans son propre logement, on parle de tout ce qui actuellement peut constituer des risques et sur lesquels nous essayons, nous, de mettre en place des référentiels dans la construction, dans les services, dans la manière de s'inscrire dans un territoire pour que le logement, justement, nous préserve de ça. Donc, au-delà des seniors, ça concerne toutes les tranches d'âge. Alors pour nous, la question des seniors est spécifique, je vais y revenir, mais la santé, c'est une question universelle. Aucun de nous, actuellement, ne peut garantir qu'il vivra en parfaite santé tout au long de sa vie. On alterne du statut de bien portant au statut de patient, d'aidant, d'aidé, et les maladies chroniques augmentent, donc on sait que la vie en bonne santé reste une exception. Donc forcément, notre responsabilité sociétale, elle est aussi dans le fait de contribuer à la santé. Cette santé, elle passe par la qualité de l'air, elle passe par le paysage, elle passe par le paysage, elle passe par la nature des matériaux qui sont employés et par la capacité qu'on a à générer du lien social quand l'isolement notamment, et là on parle bien entendu des seniors, mais pas que, quand l'isolement est un des risques importants aussi pour une population. Donc ce qu'on veut, nous, c'est être contributeurs, on va dire, de la construction de territoires qui sont bienveillants, qui sont protecteurs même des milieux habités, des individus. C'est une démarche sur les logements existants ou sur les futurs logements en construction? Alors sur les logements existants, bien entendu, c'est là qu'est le principal enjeu, parce que 22 000 logements, on en produit 600 par an, donc on voit un peu la proportion. Sur les logements existants, si on revient à la question des seniors, nous mettons en place des diagnostics avec des ergothérapeutes qui permettent de vérifier l'adaptation pour retarder le plus longtemps possible la perte d'autonomie des seniors. L'idée, c'est, comme tout le monde le souhaite, rester le plus longtemps possible à domicile. C'est garantir l'autonomie, la liberté aussi des gens, leur pouvoir d'agir là où ils sont. Un senior n'est pas qu'un senior. C'est un individu social, il a souvent contribué à toute la vie dont nous profitons nous maintenant. Et il faut pouvoir garantir cette dignité-là. Donc on travaille sur l'adaptation des logements, effectivement, avec des solutions nouvelles. Comme nous travaillons maintenant à l'amont des projets, sur les nouveaux logements, pour constituer des équipes projets avec les territoires sur la question du projet social que va accueillir justement un site, pour construire des logements qui soient les plus adaptés possibles à la vie
que les personnes souhaiteraient y vivre. Donc on développe aussi ce qu'on appelle la maîtrise d'usage. C'est-à-dire que plutôt que de décider pour les personnes, on essaie de plus en plus de décider avec les personnes de ce qu'on va produire, de ce qu'on va construire. Justement, en fait, au niveau de la prévention, vous arrivez à mener des actions de prévention avec les locataires existants, les personnes âgées, ou c'est une fois qu'il y a eu une difficulté qu'elles vont accepter ou demander, comment ça se passe? Nous avons expérimenté, comme la plupart de nos confrères, pendant la période du confinement, des campagnes d'appels sortants. Ces appels sortants, on les a maintenus depuis 2 ans maintenant, alors avec toujours une liberté de choix, c'est-à-dire qu'on a demandé aux seniors que nous appelions s'ils souhaitaient continuer à être appelés. Et donc on les appelle 1 fois par mois. Nous avons une équipe qui s'y dédie. Certains nous disent que c'est leur seul lien avec l'extérieur. Pour nous, c'est une manière de détecter surtout des fragilités, des risques de rupture. On est bien à l'amont. Parfois, on détecte aussi des situations qui sont déjà aggravées, notamment liées à des changements de situation, par exemple dans la famille, un décès, un départ, un jeune qui est parti, qui peut bouleverser un peu l'autonomie justement du ménage. On a aussi mis en place une ligne d'écoute gratuite pour tous nos locataires qui peuvent avoir du conseil médical, conseil sur accès aux droits, conseil psychologique, et puis des campagnes, je le disais, avec des ergothérapeutes qui font un diagnostic à 360 dans le cadre d'une démarche qu'on a appelée « J'adapte et je reste chez moi », mais qui va bien au-delà de l'adaptation physique de la salle de bain ou du chemin lumineux, qui passe aussi par la mise à jour notamment de l'APA, la mise à jour d'aides qui peuvent donner droit à une tierce personne, qui peuvent permettre d'avoir des soutiens avant justement que la situation ne se dégrade. Qu'est-ce qui fait que votre groupe s'oriente autant dans cette démarche? Parce que certains vont voir uniquement l'aspect, on va dire, salle de bain par exemple. Et vous avez une version, je veux dire, globale en fait. Qu'est-ce qui fait que alors, cette volonté? On a une vision peut-être plus large, mais je crois que tout le monde est en train d'élargir sa vision. D'abord de par les chiffres. Nous avons actuellement 1500 ménages de plus de 75 ans dans notre parc et d'ici 10 ans, on en aura plus du double. Nous avons plus de 20% de nos locataires qui ont plus de 65 ans. Alors, avec une différence entre la métropole de Bordeaux et la Dordogne, par exemple, mais on voit bien, voilà, on alterne entre 20 et 30%. Et ces gens-là sont dans le parc, ils y sont déjà. Donc prévenir, c'est aussi une manière de ne pas se mettre en échec nous-mêmes, mais également eux dans leur parcours résidentiel. Et nous n'avons pas actuellement suffisamment de logements adaptés. Donc d'un côté, on va muscler notre offre avec 50% de notre offre au moins de logements qui seront estampillés, qui répondront à des référentiels qualité. On a déjà commencé à le faire, on a quelques opérations démonstratrices. Et dans le logement existant, l'impérative nécessité d'aller adapter plus rapidement, parce que ce ne sont pas des nouveaux ménages, ce sont nos locataires qui sont là et on connaît la difficulté des parcours résidentiels et on connaît aussi la volonté farouche des personnes de ne pas forcément aller dans des foyers, dans des EHPAD, donc il faut garantir le maximum de liberté tout en restant dans un système qui est le nôtre, particulièrement contraint, parce que le logement social, ça signifie des redevances qui doivent être contenues, parce qu'on est avec des ménages modestes, très modestes, et donc avec des ressources qui ne leur permettent pas d'accéder aux nouvelles résidences senior service, à une offre très qualitative avec des packs, etc. Donc il faut qu'on ait la même offre en termes de qualité, mais dans un modèle économique qui a besoin de se nourrir de partenaires, de compétences, pour proposer une même qualité de vie à toutes les personnes. C'est un enjeu républicain aussi par rapport aux ressources des ménages. Dans cette démarche de logement déterminant de santé, c'est très vaste. Comment est-ce que vous faites pour choisir les priorités? Parce qu'en fait, l'environnement extérieur, le logement, la santé, les services, comment est-ce qu'on choisit Nous avons 3 piliers fondamentaux qui sont le produit logement et habitat, donc la manière dont il est conçu, son ergonomie, ses espaces partagés, ses espaces communs, son environnement proche, notamment la question des îlots de fraîcheur. Le confort d'été devient fondamental. Donc là, on est vraiment, on travaille sur la parcelle, on travaille sur l'immeuble et on travaille sur le logement. Donc là, on travaille avec les architectes, les ergothérapeutes, etc. Deuxième dimension, c'est la dimension servicielle, c'est-à-dire comment nous gérons, comment nous nous adressons en gestion locative à nos propres locataires. Nous avons besoin, avec les seniors, d'un peu plus d'attention. Nous avons besoin d'être plus au contact, de les contacter nous-mêmes, de vérifier que les travaux, quand ils ont fait une demande technique, ont bien été réalisés. Il faut
des choses assez concrètes. Dans l'information, nos plaquettes, peut-être qu'il faut changer la manière de les rédiger, la taille des caractères, etc., pour ne pas que la perte cognitive ou sensible soit répercutée en termes de perte d'autonomie. Donc là, c'est dans notre approche du service d'avoir des interlocuteurs privilégiés, formés à la relation avec des locataires seniors. Et puis la troisième dimension, c'est l'environnement. Et l'environnement, ce sont les services, ce sont les commerces, c'est la mobilité, le fait de se déplacer dans la ville, dans le quartier, dans le village. C'est tout ce qui est la vie associative aussi, avec qui nous devons travailler, des CCAS, mais pas seulement. Par exemple, sur une opération à Mondonville, en Occitanie, nous avions mis en place des jardins partagés. Et puis finalement, alors partagé intergénérationnel, hein, on pourrait aligner les mots comme ça. Et puis finalement, les seniors nous ont dit qu'ils aimeraient bien se retrouver dans un cadre un peu plus calme et que ce qui leur manquait le plus, c'était l'activité physique. Alors comme on est sur le logement déterminant de santé, forcément on ne peut être que sensible à ça. Et donc on a trouvé une association qui a proposé à ce groupe de seniors de mettre en place un projet autour de la gymnastique douce, en plein air et collective, là où certains s'enfermaient un petit peu. Donc on est dans cette co-construction qui s'appuie aussi sur les ressources du territoire. Et ça, c'est la troisième dimension très importante d'une vie sociale qui ne coupe pas le senior dans une forme d'établissement un peu fermé, mais il continue à avoir des interactions avec les autres. Et pour nous, c'est un point dont on sait qu'il est aussi déterminant de la santé. Les idées d'innovation, elles viennent, ou d'amélioration, elles viennent comment? Elles viennent du terrain, c'est les seniors qui vous les proposent, si vous faites de la veille. J'imagine que vous êtes souvent démarché par des personnes qui vont vous proposer des solutions de toutes sortes, j'imagine. Comment ça se passe? Donc de la veille, oui. Nous avons aussi intégré un groupe de réflexion au sein du Gérontopole Nouvelle-Aquitaine. Il y a un groupe Bayer, donc on travaille avec Raphaël qui animait tout à l'heure une table ronde. Nous travaillons pour essayer d'échanger un peu à la fois sur les constats, les pistes et puis aussi sur du retour d'expérience, parce que ça c'est important. Le logement social, le secteur du logement social s'est beaucoup investi sur la question des aînés depuis longtemps, donc on essaie d'en tirer effectivement quelques retours. Et puis ensuite, on a un peu des opportunités, on se croise dans des salons comme aujourd'hui, dans des colloques comme aujourd'hui, où on rencontre un porteur de solutions qui ne sera jamais tout à fait la solution adaptée à notre territoire, mais avec qui on peut quand même dérouler un peu le fil de la pelote pour essayer de l'adapter. Et ça y est, on prend quelques rendez-vous et on essaie d'avancer comme ça. Et nous avons aussi des incubateurs de start-up locaux, auxquels on communique nos attentes, par exemple l'alternative à l'EHPAD. Voilà. Est-ce qu'on a des propositions, est-ce qu'on peut tester des choses? Et pour finir, au sein de notre groupe Arcade Vive, donc avec notamment le groupe mutualiste Vive, qui lui-même, dans le domaine de la santé, a forcément une expertise, et nous avons des entités locales qui nous apportent aussi des propositions pour essayer donc de mettre en place. Alors le logement de demain, c'est presque le logement d'aujourd'hui en réalité qu'il faut mettre en place, étant donné que le logement n'est plus cette boîte indéfinie à laquelle doit s'adapter la personne. Mais on voit bien avec la question du vieillissement l'importance de le faire dans l'autre sens, c'est-à-dire que le logement puisse s'adapter pour retarder au maximum la perte d'autonomie. Le logement de demain, d'aujourd'hui, les futures générations de seniors, les baby-boomers, on dit qu'elles sont différentes, c'est une génération différente. Est-ce que c'est votre avis? Et est-ce qu'il y a des attentes spécifiques que vous allez prendre en compte ou pas? Actuellement, on met sous le même vocable senior toute une classe d'âge à partir de 65 ans. Bon. On y est bientôt, les uns les autres, voilà. Et pourtant, on ne se sent pas forcément senior au sens de faisant l'objet de grandes réflexions sur la dépendance. La question, c'est la bascule. C'est à quel moment on passe de cet être social autonome qui veut en fait du loisir, de la mobilité, de la consommation, du bien vivre ensemble, comme on dit, même peut-être de l'intergénérationnel pour certains. Comment on passe de ça à un état dans lequel on nous inscrit dans autre chose, dans du soin, dans de l'accompagnement, peut-être même parfois dans une perte de libre arbitre, etc. Donc, je ne sais pas s'il y a une spécificité liée aux baby-boomers. Je pense surtout qu'il y a une spécificité liée à ce moment où finalement on se sent un peu dépossédé de sa propre dignité
qu'on le veuille ou non, parce que dans nos organisations, on a du mal à s'adapter, à faire du clé en main, à être totalement au service, ou alors il faut des moyens démesurés. Et nos locataires n'ont pas ces moyens-là, par définition. Ils sont sous les plafonds qui donnent droit au HLM, au logement social. Donc est-ce qu'il y aura une spécificité? Je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que nous connaissons les seniors, parce qu'ils sont souvent très actifs dans les associations de locataires, ils sont très actifs dans parfois la revendication ou dans l'observation de ce qui se passe au sein de leur quartier, au sein des interactions avec d'autres nouveaux locataires. Et donc nous veillons sur eux, mais avec cette notion de prendre soin, on dit le care maintenant, qu'on doit développer. C'est-à-dire qu'ils sont aussi pour nous une garantie d'une forme de stabilité, d'une relation que nous avons à entretenir avec nos locataires. C'est-à-dire qu'on est dans un intérêt commun. Nous avons une convergence en fait, d'objectifs dans la vie de nos résidences et dans le fait qu'on doit éviter les ruptures et les accidents, ce qui est aussi un coût évité pour la société, bien entendu, mais aussi pour que les familles s'y retrouvent. Enfin, le logement social, c'est un endroit d'inclusion et il faut qu'on reste sur ça, quel que soit le profil de la personne. Ça veut dire qu'il y a tout un axe sur la prévention. Est-ce qu'on va aller vers des logements numériques avec des capteurs pour mesurer la prévention, les personnes qui deviennent moins mobiles? Est-ce qu'on va arriver vers ça? Alors c'est un sujet qui est important. Il faut qu'on trouve l'équilibre entre le logement intelligent avec la domotique et un équipement connecté, etc. Et puis le fait qu'il faut entretenir, il faut maintenir, il faut apprendre à utiliser ces logements-là. Et parfois, nous constatons que le numérique ne fait pas tout. Et notamment chez des seniors qui peuvent avoir besoin surtout de relations humaines. Donc d'un côté, on va effectivement réfléchir à des solutions un peu passives, c'est-à-dire qui gèrent cette question-là de la prévention en accompagnant le locataire, mais également des solutions d'aller vers. Et avec, par exemple, chez nous, des recrutements de conseillers en économie sociale et familiale, de médiateurs qui vont au domicile, qui vont prendre, prendre le temps de prendre un café. Alors, souvent on manque de temps, mais en tout cas qui vont rencontrer les personnes. Voilà. Et on a eu des témoignages en organisant notamment une tournée des locataires. Les cadres de la société sont allés rencontrer les locataires dans le cadre du projet d'entreprise. Et notre directeur général est allé voir une dame particulièrement âgée qui lui disait mais les appels que vous nous passez en tant que bailleur social, ce qui n'est quand même pas courant, enfin c'est pas notre métier, mais ces appels de convivialité, le fait de venir comme ça au domicile, c'est la seule fenêtre ouverte sur l'extérieur pour cette dame-là. Et donc ce qu'on perçoit, c'est que ça aussi c'est un déterminant de santé. C'est-à-dire que cette personne, elle sait qu'elle peut appeler s'il y a un sujet, elle sait qu'à un moment donné on va prendre de ses nouvelles. Alors, en fonction des résidences, en fonction des publics, ça va être plus ou moins fréquent. Mais ceux qui nous l'ont demandé, on continue à aller vers eux. Et donc la domotique, elle ne peut être qu'en complément de l'humain. Et ça, pour nous, c'est un point qui est important. C'est que vraiment cet humain y soit. Et puis après, il y a un autre élément important, c'est le maillage territorial avec les partenaires. C'est-à-dire que lorsqu'on s'aperçoit qu'effectivement il y a quelques signes de perte d'autonomie, de décrochage, il faut rapidement enclencher le partenariat pour que les personnes compétentes, dont c'est le métier, puissent prendre des relais si c'est nécessaire et avec du contact aussi avec la famille, etc. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas une solution, il y a vraiment ce maillage-là. La partie domotique, équipement des logements, en dehors des coûts que ça peut induire, même s'il y a des moyens de financer ça, et sur ça il faut qu'on évolue aussi, nous, dans notre ingénierie un peu, elle vient compléter ce qu'on ne peut pas faire en tant qu'humain. Voilà, je pense que ça c'est un point important. Une conclusion à l'émission? En conclusion, à la fois la conscience de ce qui nous attend, du défi, c'est-à-dire qu'on est sur une courbe ascendante. Comme je le disais, les ménages vieillissent, voilà, c'est un fait. Un challenge pour nous. Les bailleurs sociaux font partie des outils des politiques publiques, donc on nous attend. Voilà. Et nous avons besoin aussi de partenaires, d'innovation, pour pouvoir tester des choses et surtout massifier un modèle dès lors qu'il est opérant, rationnel et qu'on arrive à le financer. Super, merci Emmanuel Emous. Je rappelle que vous êtes directeur évolution et innovation sociale chez Mosellia. Merci beaucoup. Merci.